Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belgocamp 21. C'est la première de notre mission de géopolitique en 2023. Au sommaire de cette émission, la guerre en Ukraine, son évolution, la visite du président Biden à Kiev, le discours du président Poutine. Pour cela, je suis accompagné de notre consultant maison, M. Etoga. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation une fois de plus. Cette année qui commence 2023, on espère qu'elle sera meilleure que 2022. Pourquoi les Américains, qui ont l'une des meilleures armées au monde, n'ont aucune victoire éclatante, mais seulement des défaites et des rétropédalages depuis le Vietnam, la Somalie, l'Irak et l'Afghanistan? Parce qu'ils ont décidé de ne plus avoir d'armée. Les États-Unis ont des mercenaires. Ils n'ont plus d'armée. Ce sont des mercenaires qui vont chercher des sous. Il y a la sous-traitance de la guerre. Ils sous-traitent la guerre. Comme les gens ne font que nous parler de Wagner. Aux États-Unis, il y a plein de structures comme ça qui s'occupent. Il y a eu des opérations officielles des États-Unis sur le champ des opérations. Et dont les Marines, qu'on nous parlait dans l'OTAN, ce n'est qu'un produit marketing pour, n'est-ce pas, faire rayonner la puissance militaire américaine. Vous allez voir les discours de communication qui tendent à montrer l'avènement d'un nouvel équipement militaire, une certaine expertise dans le combat, mais tout ça c'est fait. Il y a des médias américains comme Newsmax qui font souvent intervenir certains Marines qui essayent de montrer par exemple que le nationalisme n'est plus comme il était par le passé. Il a été dilué par des politiques menées par exemple par celles que Biden est en train de faire aujourd'hui. Donc c'est dilué et donc cette affinité avec le corps armé aux États-Unis est en train de se diluer. C'est aujourd'hui relégué au niveau des corps privés qui vont mener la guerre au profit des États-Unis. Et à côté de ça, vous avez aussi le fait qu'ils ont décidé de ne plus envoyer leurs citoyens mourir hors de leurs frontières, loin de leurs frontières. Ils ont juste un appui technique, stratégique. Ils vont juste vous apporter une assistance sans toutefois intervenir physiquement dans le conflit. Ils vont enliser le conflit verbalement, vêtement, avec une communication soft et brutale. Mais sur le terrain, c'est vous qui subissez la guerre. Les États-Unis ne vont pas forcément envoyer des troupes au sol comme ils l'ont fait au Kosovo, parce que là-bas ça a été vu. Vous n'avez pas le temps, à travers le temps, en Somalie, en Afghanistan, en Syrie, tout près là où la Russie allait les chasser une fois de plus. Et donc, vous avez raison de dire qu'ils perdent les guerres partout où ils vont. Mais maintenant, il faut redéfinir la stratégie. Si tu perds les guerres tout le temps, il faut les faire faire. Il n'y aura pas un rétropédalage au niveau de l'Ukraine? Le rétropédalage, il est déjà fait, il est consommé. Il est consommé. S'il fallait s'avancer et magnifier sa suprapuissance que la Russie, pour les États-Unis et la communauté internationale ne disposait pas, parce que la Russie sort de loin d'une crise de la faim, dans les années 90, avec la perestroïka qui a plongé ce pays dans la misère. Une longue période de restructuration, de reformatage de l'esprit guerrier américain, russe. Et donc ce temps-là a permis aux États-Unis de consolider leur position en Occident et par exemple de mettre en place des structures qui asphyxieraient maintenant l'influence russe au niveau de l'Europe
à savoir l'insertion de la Russie dans des organismes qui traitent par exemple de questions de nucléaire, des questions toutes ces structures-là ont été mises en place pour contrôler l'influence ou alors l'évolution, la restructuration de la Russie en termes de superpuissance parce qu'elle était anéantie. Ça a été aussi fait la même chose pour la Chine. Donc le monde a été quadrillé par les États-Unis, mais ils ne font plus la guerre comme ils l'ont fait au débarquement. On avait dit qu'ils sont venus sauver la France bien que la guerre était finie. Et donc ils ont les mercenaires aujourd'hui qui font la guerre à leur place. Style Wagner. Azovstal et tout ce qui va avec. Le président américain Biden sera en Ukraine avant la date anniversaire du début de l'opération spéciale russe. Le président Vladimir Poutine adresse un message à la nation russe avant la date anniversaire justement du 24 février. Les Nations Unies demandent à la Russie d'évacuer ses troupes de l'Ukraine. Finalement, pour plusieurs pays, cette guerre n'a pas un objectif clair. Si oui, pour les États-Unis et la Russie, est-ce qu'il ne faudrait pas que les États-Unis et la Russie s'accordent sur un plan stratégique pour un cessez-le-feu permanent? Je crois que les intérêts sont antagonistes en termes de valeurs, savoir l'idée qu'on se fait déjà de la démocratie. La démocratie russe conceptuellement est différente de la démocratie occidentale portée par les États-Unis. Toute action portée par les États-Unis, c'est toujours sous le prisme de sauvegarder d'abord et pour toujours leurs intérêts. Et or, vous voyez ici le président Poutine qui parle de l'unification, si j'ai envie de citer Trotsky, de l'unification des prolétaires du monde, à s'unir pour voir un monde qui conserve des valeurs, qui prône la continuité de l'existence humaine. Et donc, je n'ai pas envie de faire mention de ce qu'il a cité dans son discours en termes de LGBTQ, qui n'est pas forcément l'idéal au niveau de la Russie et qui est en partage avec certains pays africains, certains dirigeants africains qui portent ce style de discours-là. Donc il y a une certaine unification du discours sur ce prisme-là. À travers cela, il y a l'internationalisation maintenant de la cause qui est partagée par un ensemble de compères, à savoir dirigeants, et communautés de destin, c'est-à-dire les peuples de chaque pays, de chaque pays là. Mais au niveau occidental, qu'est-ce que l'on constate? C'est un discours contraire, à savoir la négation même de la vie. Si je me réfère au discours du président Poutine, qui fait référence qu'au niveau occidental, la démocratie est vue comme étant une négation de la vie avec la promotion des antivaleurs comme étant des valeurs, la négation de la religion comme étant le socle même de l'essence humaine. Et donc ici, vous avez l'athéisme qui prend le pas, la religion qui est reléguée au soir de sa vie. Ce n'est plus le socle éducationnel de l'enfant. Le président Poutine remet ça au goût du jour en termes de démocratie et de liberté simplement. C'est-à-dire la véritable liberté, la véritable démocratie, c'est la capacité de chaque État d'affirmer sa souveraineté et de définir le paradigme vers lequel il aimerait poindre ou alors il aimerait voir l'émergence de son pays. Mais que faire les États-Unis quand ils définissent la démocratie? En 2000, le président Clinton parlait de globalisation. La globalisation intègre la démocratie comme un élément d'affirmation de l'hégémonie occidentale, c'est-à-dire les États-Unis comme étant le suzerain, si je reprends le mot du président Poutine. Et donc, vous voyez ici que la démocratie prend maintenant un double sens, à savoir la démocratie comme étant un élément de domination. Et donc, quand on parle de domination, on va voir ici oppression, impérialisme.
C'est pourquoi, très souvent, dans le discours du président Poutine, il revient avec des concepts comme oppresseur, l'Occident, impérialiste, l'Occident. Et ça nous replonge une fois de plus dans les années de la révolution au niveau de la Russie, 1917. À savoir, prolétaires de tous les pays du monde unissez, vous ne voyez-vous pas tour à tour l'impérialiste arriver. Donc ce discours prononcé par Trotsky est retentissant aujourd'hui. Quand on essaye par exemple de demander à la réforme de l'ONU, qui s'offusque que mais non, l'ONU est bien comme cela. Ce sont les États-Unis. Elle a attendu autant d'1 an pour s'affirmer et venir dire aujourd'hui qu'il faille que la Russie parte du territoire ukrainien. L'ONU, c'est une coquille vide. J'ai pas envie d'utiliser le concept du général de Gaulle qui parlait quand il essayait de définir l'ONU et qualifier l'ONU, il parlait de machin. Mais moi, j'ai envie de dire ici que l'ONU, c'est une désuétude. C'est une désuétude. Tout ce qui vient de là-bas, c'est désuet. Il faut comparer l'ONU à l'Union africaine, inexistant. C'est une structure manipulée par un ensemble de puissants qui essayent d'imposer leur idéologie sur le monde. Et ici, vous avez en l'occurrence le bloc, la création de blocs que je parlais, qui s'est fondé et qui porte maintenant des questions, qui porte la question de la guerre en Ukraine aujourd'hui au niveau de l'ONU. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la communauté internationale dont la Russie n'en fait pas partie, la Chine n'en fait pas partie, les pays du BRICS n'en font pas partie. Donc il y a la création des blocs à tout point de vue. Et donc on est là maintenant dans la consécration de la nouvelle guerre froide qui se veut brutale. Donc est-ce que on pourrait alors s'accorder, les États-Unis et la Russie pourraient s'accorder un cessez-le-feu permanent? Je pense pas. Je pense que là où la Russie, je parlais de jusqu'au-boutisme du président Poutine, parce qu'il a certaines informations que peut-être nous n'avons pas, et il s'offusque aussi de l'avancée de l'OTAN vers ses frontières. Et il veut créer, par exemple, une ligne de démarcation qui lui permettrait d'avoir une certaine projection et une certaine riposte si aujourd'hui se faisait attaquer par un drone de l'OTAN aujourd'hui aux portes là, à la limite avec ses frontières sur le territoire ukrainien. Et donc je pense que les négociations vont commencer quand la Russie aura pris le dessus. Sinon, je pense pas qu'ils vont. Vous avez écouté le discours du président Medvedev qui aujourd'hui estime que la Russie doit gagner. Si elle ne gagne pas, la seule issue de la Russie, c'est gagner. Par exemple, vous avez le représentant au niveau des relations extérieures, Sergei Lavrov, qui aussi affirme que la Russie doit gagner. Vous avez le vice-président de la Douma, Pierre Tolstoï, qui estime que la Russie doit gagner, doit démilitariser, doit dénazifier l'Ukraine. Et comment tenir un discours comme celui qu'a tenu le président Biden, qui évacue toute négociation avec la Russie, mais qui enjoint la Russie de quitter le territoire russe, le territoire ukrainien, il y a questionnable, à savoir où sont encore les frontières ukrainiennes. Si on prend Minsk 1, Minsk 2 non respecté, on ne peut pas nier qu'il y a eu un référendum. Historiquement, on ne peut pas le nier. Donc, on doit prendre ça en compte. Et maintenant, le vote qui s'est fait à ce référendum-là, qui consacre l'autonomie de ces régions-là, mais en se rattachant à la Fédération de Russie pour, n'est-ce pas, implémenter la législation, juridiquement, l'exécutif russe dans ce territoire-là, bien qu'il soit autonome. Et donc, vous ne pouvez pas évacuer cela et maintenant venir dire à la Russie qui n'est pas en conquête de territoire, mais qui est en conquête de faire respecter le russe partout où besoin sera et de démilitariser. Donc, ces objectifs-là sont quadrillés et bien définis.
et venir pour aujourd'hui dire que il faut quitter le territoire russe. Sinon quoi, par exemple, c'est ce que la Russie va demander. Si je ne quitte pas, qu'est-ce qui se passe? Le président Vladimir Poutine a adressé un discours poignant à la nation, un discours fort critiqué du côté de l'Occident. Et on a l'impression que Vladimir Poutine, on l'a déjà dit dans nos émissions, que son discours va vers une éducation spirituelle, le respect de l'orthodoxie. Oui, tout à fait, tout à fait. Dans mon développement précédent, j'ai mis ces deux parallèles en lumière. Et son discours, c'est pour une certaine réappropriation morale de ce qu'est la religion, des valeurs religieuses, de pourquoi, c'est quoi la famille. On ne sait même plus si aujourd'hui on sait définir ce que c'est que la famille. Et donc il remet ça au goût du jour à la place du monde, parce que c'est des discours qu'on n'entendait plus. On entendait juste, on a le droit d'eux, on est libre d'eux. La démocratie nous dit qu'on peut faire ci, la démocratie nous donne le droit d'eux. Mais si le discours contraire aujourd'hui, celui qui ne pense pas comme voudrait la communauté internationale, à savoir que la démocratie, c'est donner la liberté d'exprimer ses opinions et tout ce qui va avec. La démocratie aussi voudrait qu'on affirme un discours comme le président Poutine est en train de le faire, à savoir que il y a des valeurs ancestrales qui ont été bafouées par la démocratie voulue et vantée par la communauté internationale, mais qui doivent être respectées de façon méticuleuse, dans une certaine orthodoxie, en Russie par exemple. Maintenant, si ce discours trouve un assentiment à l'Hexagone et s'internationalise, je pense bien qu'on se retrouve là dans un dilemme de ce que la communauté internationale a utilisé la démocratie comme un élément de domination et non d'éducation. Depuis le 23 février de cette année, le mot paix est de plus en plus présent. Le haut-commissaire à l'Union européenne, M. Borrell, ne souhaite pas voir cette guerre continuer jusqu'en février 2024. Faudrait-il imposer un sommet mondial pour la paix? Je dis bien imposer un sommet mondial pour la paix. Oui, dans l'absolu. Oui, dans l'absolu, mais dans la praxis, je me demande qui le fera. L'ONU est dépourvue de toute compétence à le faire. Non, pas compétence, mais de toute capacité à le faire, parce que les éléments internes qui gangrènent cette institution-là ont une espèce de droit de veto qui annihilerait, n'est-ce pas, ne fût-ce que l'idée. Ne fût-ce que l'idée d'imposer un plan de Nuremberg. On a retenu qui? Jacobson. On a retenu le procureur, qui vient d'où? Des États-Unis. Comment il est arrivé là? Les États-Unis. Et quelle est l'action majeure que les États-Unis ont menée pour la fin pour libérer le peuple juif? C'est pris en compte. Et quelle est l'action de la Russie? Pourquoi elle a été reléguée au second plan? Parce que vous voyez tout ça, c'est une idée de loi, mais comment est-ce que ça va être mené aujourd'hui que la réémergence de superpuissances, de suprapuissances se fait? On n'est plus dans la dualité États-Unis-Russie, on est maintenant dans une trilogie, à savoir Chine, États-Unis, Russie. Fait étrange. Le président Volodymyr Zelensky n'a pas d'armes, n'a pas de munitions, mais ne brandit pas le mouchoir blanc et réclamait à corps et à cri la paix. Il défend un État, à juste titre d'ailleurs, et donc il faut ici aussi reconnaître qu'il a, n'est-ce pas, les rênes de ce pays-là, et il faille qu'il travaille aussi à respecter, n'est-ce pas, la constitution de ce pays-là, c'est-à-dire respecter l'intégrité territoriale. Et donc, il faille affirmer la souveraineté de ce pays-là. S'il capitule, comment est-ce que vous voulez qu'on traite encore les Ukrainiens dans ce monde? Est-ce que réclamer la paix, c'est capituler? Oui, à l'heure actuelle, oui, c'est capituler. C'est dire, oui, j'accepte la défaite. J'accepte la défaite. Et au début de cette boucherie humaine,
il est allé un peu fort en disant que lui va gagner Poutine. Aujourd'hui, ici c'est dédié. Et dans cette émission, on a aussi essayé de montrer que la chaîne hiérarchique des décisions est problématique. Et donc, est-ce qu'il a la capacité de dire qu'il va brandir le mouchoir blanc? Vous avez souvenance, par exemple, les négociations qui se passaient en Turquie. La décision est venue de Washington pour lui dire, mais tu ne peux pas accepter ce truc. Pourtant, ils allaient déjà vers quelque chose qui devait nous porter vers la paix. Mais la décision est venue de Washington, que ça ne vient pas de nous. Donc, je doute fort que ton truc que tu es en train de faire là aille de l'avant. Et patatras, on est plongé dans un conflit qui dure aujourd'hui. On ne peut pas nier ce fait-là. Et donc, la chaîne hiérarchique des décisions est problématique dans ce conflit-là. Et qui donne, est celui-là qui décide. Et quand est-ce que les Ukrainiens vont décider de ne plus recevoir les décisions des États-Unis, de la France, des États-Unis? Voilà la véritable question. Et maintenant, s'asseoir avec leurs frères, comme on a essayé déjà de mettre en lumière dans nos différentes émissions, à savoir que la Russie et l'Ukraine, c'est une même patrie, et s'asseoir, bien qu'il y a des frontières, et s'asseoir et définir, par exemple, que notre coexistence est éternelle. Et il faille construire une relation perpétuelle, à savoir que nos enfants, nos petits-enfants et la continuité de nos États, bien que souverains, doit rester en termes d'une certaine amicalité et non chercher une certaine allégeance à l'OTAN et froisser son frère. On se croirait dans la Bible ici avec le conflit entre les deux frères, c'est Canaan et Abel. On se demande comment ça va finir. Je pense qu'un a tué, je ne sais pas l'autre. Et je crois que est-ce que la Russie va tuer l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine va tuer la Russie pour qu'on connaisse une certaine paix? Et comment le père qui a engendré ses enfants, peut-être il est déjà mort, comme le papa était décédé, est-ce que comment est-ce qu'il va être? Comment est-ce qu'il va être au regard de cette bataille qui se mène entre les enfants d'une même famille? Qui gagnera la guerre entre l'Ukraine et la Russie? Le dernier prix Nobel de la paix 2022, Ales Bialiatski, biélorusse, je comprends bien que le bien et la vérité doivent pouvoir se défendre. Du mieux que je peux, je garde la paix dans mon âme, je la nourris comme une fleur vulnérable. Je bannis la colère, la paix demeure dans mon âme. Espérons que la paix demeure dans l'âme du président Vladimir Poutine et celle du président Volodymyr Zelensky. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots que s'achève cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochaines émissions. À très vite.